l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la rédaction, consacré cette semaine au sujet du rôle de la douane tunisienne dans la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, aussi son rôle dans la guerre que la Tunisie mène contre le terrorisme. La douane tunisienne célèbre cette année le 59e anniversaire de sa création, un anniversaire marqué par la présence des familles des martyrs de la douane et aussi par l'annonce d'une série de réformes au sein des services de la douane. Donc l'anniversaire de la douane est une occasion pour faire le point des acquis des enjeux de ce secteur épine dorsale de l'économie nationale. Quels sont les grands axes de cette réforme évoquée tant de fois par le ministre des Finances pour faire face au fléau de la corruption qui sévit notamment dans les rouages des circuits du commerce extérieur et nourrit aussi les circuits de distribution, la contrebande et le terrorisme. Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, nous avons invité ce matin le colonel de la douane chargé du volet terrorisme, contrebande et blanchiment d'argent, Monsieur Lassad Bechouel. Bonjour. Bonjour. Si la douane tunisienne est perçue par une grande partie des hommes d'affaires comme une structure parmi les plus corrompues en Tunisie, et cela selon une étude de l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives. Pourtant, depuis la Révolution, plusieurs directeurs se sont succédés à la tête de cette institution, dont la réforme s'est imposée comme plutôt une nécessité. Qu'est-ce que la douane prévoit pour lutter justement contre le fléau de la corruption? Merci pour cette invitation en mon nom personnel et au nom de tous les agents des douanes. Avant d'aborder ce sujet-là, je veux bien saisir cette occasion pour féliciter tous les agents des douanes qui ont été promus lors de la 59e anniversaire relatif à la tunisification de la douane tunisienne. Je veux dire bravo à ceux qui ont été promus par l'administration des douanes et espérons pour les autres que ça sera dans l'année prochaine et les années prochaines pour leur futur et leur carrière professionnelle. L'approche de ce phénomène-là, il faut l'étudier sur les causes principales de ce phénomène et son évolution à partir d'un diagnostic réel d'une réalité que les agents des douanes ont vécue et cette réalité pourra éventuellement nous donner quels sont les défis, quelles sont les perspectives qu'on pourra éventuellement trouver pour combattre ce phénomène-là. C'est vrai, la corruption existe dans la douane, mais ce taux d'existence de ce phénomène-là, c'est un taux très réduit par rapport au nombre des agents qui sont, des agents qui sont propres. Et là, en appliquant la loi 80-20, je veux dire, il y a 80% des agents de douane qui sont honnêtes, transparents, qui sont conformes aux normes, conformes au code de conduite de la fonction publique d'une part, et conformes aux normes internationales en matière de corruption. Donc 80% selon quelle étude? 80% selon l'évolution de fiches de carrière des agents des douanes, selon le nombre de ressources humaines de la Direction Générale des Douanes. C'est la loi 80-20, ça veut dire que 80% sont des agents qui sont propres. Leur vie émane de leur salaire mensuel, ils ont des crédits, ils ont des engagements financiers et tout. Donc il ne faut pas généraliser que ce phénomène-là, c'est un phénomène qui a propagé et qui a touché tout le corps de la douane. Vous voulez dire 80% réalisé par qui? C'est un chiffre donné par qui? Et 80% c'est par une étude, une étude qui a été faite par nos structures de contrôle. Au sein de la douane. Bien sûr, nos structures de contrôle. Ces structures-là, ils ont fait une analyse comportementale des agents des douanes qui ont fini par donner des statistiques au niveau des personnes qui sont vulnérables à ce phénomène-là. Et voilà, je ne vous cache pas. Les 20 restants, ce sont des vins qu'on est en train de prendre les mesures nécessaires d'une part, et d'autre part il y a un problème de sensibilisation et un problème de communication des risques et des menaces qui peuvent aboutir par bien sûr l'accès à ce volet-là, par l'accès à ce phénomène-là, et comment ce phénomène-là peut leur introduire dans des problèmes qui peuvent toucher leur liberté personnelle. Est-ce qu'il y avait des sanctions? Bien évidemment, il y a eu beaucoup de sanctions au niveau de la douane tunisienne. Il y a une dégradation, il y a des agents qui ont été arrêtés au sein de leur fonction, ils n'exercent pas. Il y a des agents qui n'exercent pas, ils sont bien sûr transférés devant les tribunaux qui pour les juger s'ils sont corrompus ou ils sont innocents.
D'accord. Si on continue, donc qu'est-ce qu'elle prévoit, la douane? Pour la lutte contre la corruption, Voilà. on a dit beaucoup de choses. On a parlé beaucoup de choses et surtout dans le projet qui a été validé bien sûr par le gouvernement relatif à la stratégie de modernisation de la douane, c'est que il faut revoir tout la gestion des ressources humaines. D'une part, parlons du profilage, d'une part, parlons d'autre part de la promotion des agents de douane, c'est très important. Il faut promouvoir les agents de douane sur le plan de rémunération et sur le plan des encouragements qui pourra leur donner des incitations au bon fonctionnement, aux bonnes pratiques dans leur exercice faut qu'ils soient à l'abri des tentatives. Voilà. Il faut qu'ils soient à l'abri de leurs tentatives, il faut qu'ils soient transparents, il faut qu'ils appliquent les règles de l'éthique. Et il faut leur fournir des moyens aussi. Justement. Lesquels? Justement. Nous, on est en train, dans notre, bien sûr, modernisation, c'est de fournir les équipements nécessaires afin de lutter contre un certain nombre de phénomènes, bien sûr. Entre autres, le problème d'automatisation de la douane, d'alléger le nombre de ressources humaines sur le plan du contrôle immédiat, c'est-à-dire sur le contrôle frontalier, lors des importations et des exportations des marchandises, afin d'éviter le processus et la chaîne de l'existence des ressources humaines. Minimiser les ressources humaines pourra éventuellement être un facteur de diminution de la corruption, d'une part, et bien entendu renforcer le contrôle a posteriori par le biais de la formation et le perfectionnement du personnel afin de savoir le contrôle sur quoi il va être bien sûr ciblé. Il faut faire le ciblage du contrôle et il faut bien former et bien encadrer les agents qui seront éventuellement accrédités ou qui seront bien évidemment chargés de faire le contrôle a posteriori. Et quand vous dites ciblage, qu'est-ce que vous voulez dire par ciblage? Ciblage, c'est-à-dire là, on parle de certain nombre de facilitations pour les opérateurs qui travaillent avec la douane. On ne va pas faire passer tout le monde pour le contrôle. Il y a des personnes qui sont honnêtes dans leur exercice, dans le fonctionnement de leur activité, mais il y a des personnes qui vont être bien sûr ciblées par la douane. Ces personnes, ce sont des personnes qui peuvent fournir des déclarations erronées, qui peuvent fournir des faux documents et des documents falsifiables. Donc c'est ça ce que je veux dire par les personnes qui vont être ciblées pour le contrôle. Ce sont des personnes qui, bien sûr, qui peuvent utiliser des manœuvres frauduleuses afin d'échapper au paiement des dommages et taxes. Et quelle est l'enveloppe allouée à ce volet-là? C'est un gros morceau dans la modernisation de la douane. Ce gros morceau nécessite, bien sûr, sur la base de renforcer les capacités des agents des douanes de différentes catégories et différents rangs, en matière de, bien sûr, collecte et analyse de renseignements, et surtout en matière de formation et de lutte contre le phénomène de... Vous avez un chiffre? Sur le problème de facilitation, je veux dire que cette formation va toucher à tous les agents des douanes. Et surtout, bien sûr, les agents qui seront éventuellement chargés de faire le contrôle a posteriori, c'est-à-dire après la sortie des marchandises des postes frontaliers. Ah, d'accord. Donc, c'est une formation sera sur l'étude, bien sûr, de la comptabilité des entreprises, sur les comptes des entreprises, sur le bilan des entreprises, et bien sûr, ça sera d'une part cette étude basée sur les documents qui peuvent être joints aux opérations de contrôle et bien entendu un contrôle physique des marchandises et de leur destination finale. Et donc le contrôle est différent d'un poste frontalier à un autre. Voilà. Chaque contrôle, chaque poste a ses spécificités. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la douane pour expliquer un peu aux citoyens comment la douane tunisienne travaille en fonction des spécificités de chaque poste frontalier, aussi en fonction des moyens, et cela en se basant sur les normes. Il y a des normes internationales, des standards plutôt internationaux pour gérer ce contrôle. Qu'est-ce que vous faites à la douane? Nous dans notre plan d'action, dans notre stratégie, à travers un des objectifs de la modernisation, c'est le renforcement de l'économie nationale. Qu'est-ce qu'on voulait dire par le renforcement de l'économie nationale? C'est-à-dire alléger le contrôle immédiat et renforcer le contrôle a posteriori. Et c'est un objectif-là pourra nous servir comme moyen, comme un aspect de lutte contre la corruption au sein du processus de dédouanement des marchandises à l'entrée. Ça, c'est connu et c'est reconnu par toutes les expériences comparées. C'est que si on trouve une chaîne bien remplie avec l'existence de plusieurs ressources humaines, cette chaîne est vulnérable d'être menacée par la corruption. Donc, un des aspects qu'on a mis l'accent, qu'on a focalisé
dans la stratégie de la mondialisation, c'est alléger le contrôle média et renforcer le contrôle a posteriori d'autre part. Et le plus important, c'est que ce contrôle a posteriori ne devra être accompli que par des personnes qui remplissent un certain nombre de critères préétablis, voilà, de performance, de profilage et de personnes ayant bien sûr compétences et des personnes qui sont bien intégrité sûr aussi. Intégrité, engagement, maturité et bien évidemment qui sont transparents aussi. Et travaillant dans la transparence. D'accord. De point de vue de la loi, si là ça a de l'article 243, a aidé beaucoup les symboles de l'ancien régime, les clans Ben Ali et Trabelsi, à cumuler les fortunes parce qu'il est presque fait pour trouver des issues à l'évasion fiscale et aussi encourager les entreprises importatrices à esquiver le paiement des tarifs douaniers. Selon vous, est-ce qu'il faut revoir cette loi du Code des douanes? Oui. Bien évidemment, nous, on est en train de revoir un certain nombre des articles au niveau du Code des douanes, et surtout au niveau de la tarification et au niveau de la taxation. Je vais dire quelque chose sur le volet de dédouanement et de taxation. Toutes les marchandises, conformément aux normes de Bruxelles, c'est-à-dire Bruxelles c'est l'OMD, quand on parle de Bruxelles on parle de l'Organisation mondiale des douanes. Toutes ces marchandises avec leur position tarifaire, avec une classification douanière, ont une quotité, une taxation informatisée, c'est-à-dire tout est dedans dans les moyens informatiques. Donc l'appréciation de l'inspecteur, l'appréciation de l'officier liquidateur de la marchandise, de la déclaration, du contrôle immédiat qui va toucher à cette déclaration, qui va bien sûr faire l'étude sur le document et si nécessaire, il va faire le contrôle, la vérification effective de cette marchandise. Il n'a pas beaucoup d'intérêt de jouer sur les quotités et sur la taxation. Parce que les valeurs sont prédéfinies d'avance et les quotités sont prédéfinies d'avance. Et bien sûr, l'assiette de l'impôt, elle est prédéfinie d'avance. Donc, on peut pas dire que ce volet-là peut être servi comme sphère par les inspecteurs liquidateurs pour mettre en jeu un certain nombre de taxations des recettes de l'État. D'accord. Donc si là, pour faire face au fléau de la corruption, la réforme est claire, donc plusieurs volets ont été cités. Je veux dire quelque chose en plus, c'est que l'Organisation mondiale des douanes, et nous en tant que membres adhérents à cette organisation mondiale qui comprend 178 États membres, la Tunisie post-révolutionnaire a connu beaucoup de phénomènes. Entre autres le phénomène de la corruption, mais je veux dire que ce phénomène-là, on est en train de le traiter par un diagnostic réel, par un constat réel et par trouver les solutions adéquates pour combattre ce phénomène. Le plus important, c'est que nous avons des structures maintenant qui sont en exercice et qui sont en train de faire des analyses comportementale de tous les agents des douanes. Et quand je dis analyse comportementale, je veux dire ils sont en train de faire l'étude, ils sont en train de faire les analyses, ils sont en train de faire les recoupements relatifs au train de vie des agents de douane, comment ils vivent, leur rémunération, rapprochement entre leurs dépenses et leurs revenus, s'ils ont des fortunes bien sûr, s'ils sont des héritiers, ils ont des acquis, bien sûr, des acquis. Donc, les structures de contrôle sont en train de travailler, ils sont en train de faire du beau travail. Et c'est pour cette raison que je vous ai parlé tout à l'heure, dans le début de cette séance, c'est que nous parlons de la loi 80-20. 80% des agents de douane sont transparents, appliquent les règles de l'éthique, et bien sûr, ils sont conformes aux standards internationaux. D'accord, la volonté y est donc. Certainement. Pour lutter certains nombres qui peuvent naître de la corruption, il faut lutter contre le crime sous-jacent. Et la corruption, c'est un crime sous-jacent qui peut faire naître un certain nombre de crimes, à savoir la contrebande, le terrorisme, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Nous allons aborder ce volet. C'est là, ça a de la Libye. La Libye constitue une menace pour la sécurité de la Tunisie durant les années à venir. Pour y faire face, il est préconisé de mettre en place un mécanisme de défense et un nombre de réformes. La région sera le fief du terrorisme et de la circulation d'armes pendant un long moment. Ce n'est pas l'affaire de quelques mois. La Libye partage ses frontières avec 6 pays africains et nous savons tous les quantités d'armes impressionnantes qui circulent. Quel diagnostic peut-on faire, si là, de la situation et quel remède faut-il apporter? Sur le
l'environnement géopolitique dont la Tunisie se trouve actuellement avec nos voisins au sud et avec nos voisins au sud de la Libye et notre voisin au sud de la Libye et notre voisin l'Algérie, je pense que c'est vrai que la Libye constate une vraie menace à la sécurité de notre pays, mais je veux dire que la coordination nationale entre les différentes autorités chargées d'appliquer la loi, je parle là et je salue à travers cette occasion tous les agents du ministère de l'Intérieur, police et garde nationale et toutes les forces armées du ministère de la Défense sur leur travail qu'ils sont en train d'accomplir actuellement pour faire face à ces menaces et à ces risques. Ce sphère-là où se trouve la Tunisie, c'est vrai que la Libye, comme vous venez de présenter, présente une vraie menace, mais on est en train de travailler sur le volet d'échange de renseignements, d'abord sur le plan national, avec les différentes autres autorités chargées d'appliquer la loi. On est en train d'avoir quelques informations de notre voisin l'Algérie. Il y a une coordination nationale, il y a une coopération internationale. Malgré, nous n'avons pas un vis-à-vis actuel avec la Libye, mais on est sur les bonnes rails et on est sur les bonnes pistes. Et si on développe un peu côté lutte contre la contrebande et le terrorisme aussi, vous savez que contrebande et terrorisme, c'est deux facettes d'une même monnaie. Donc, on essaie de décortiquer tout à fait. En revenant aux décisions du Conseil de sécurité 1373-2003, en revenant aux décisions du Conseil de sécurité 1540 de 2006, en revenant aux décisions du Conseil de sécurité 2178 de l'année 2014, novembre 2014, on trouve qu'il y a une relation d'articulation entre le phénomène de la contrebande et le phénomène de terrorisme. 1373 parle de financement du terrorisme, et quand on parle du phénomène de financement du terrorisme, on parle d'un logistique financier qui pourra être utilisé et servi par les groupes extrémistes et terroristes. Et ce phénomène et ce logistique financier, ça veut dire quoi? Que les contrebandiers, par leur évasion au paiement des droits et taxes, vont collecter une quantité énorme d'argent. Cette quantité énorme d'argent pourra être servie dans deux pistes. Soit ils vont injecter ces monnaies-là aux groupes extrémistes et terroristes, soit ils vont injecter cette monnaie-là plutôt, cette somme d'argent-là, dans le circuit économique. Ils vont occulter, c'est-à-dire l'origine frauduleuse, illicite de leurs revenus illégitimes, et le faire introduire dans le circuit économique pour le blanchir. C'est ça, qu'est-ce qu'on entend par blanchiment d'argent. C'est la légitimation de l'illégitime. Le blanchiment d'argent, par définition, c'est la légitimation de l'illégitime, c'est-à-dire donner l'aspect légal à ces sommes d'argent par leur intégration dans le circuit économique formel. Normal, quoi. Voilà. Et ça nécessite des moyens financiers, logistiques. Et qu'est-ce qu'elle prévoit, la réforme, pour cela? Voilà. La réforme, le premier pilier dans notre réforme, le premier objectif de notre réforme, c'est la lutte contre la contrebande et le marché parallèle, et par voie de conséquence, la contrebande comme crime sous-jacent qui pourra faire naître à d'autres crimes, à savoir le terrorisme, le transfert des fonds cash, le blanchiment d'argent. Donc la réforme a mis l'accent sur cet objectif-là. Le gouvernement a prévu pour donner les moyens et les équipements pour toutes les forces qui sont chargées de lutter contre ce phénomène. Entre autres la douane. Nous, dans la nouvelle loi de finances, je pense que la douane va en bénéficier des moyens et d'équipements qui pourront servir comme moyen de lutte contre le phénomène de la contrebande et terrorisme. Malgré l'insuffisance des équipements et des moyens... Et surtout au niveau des postes frontaliers, comme celui de la CJDIR, donc... Malgré les insuffisances des moyens et des équipements, mais les résultats sont très positifs au niveau de la douane tunisienne en matière de lutte. Quelles sont ces insuffisances? D'abord, c'est l'implantation des moyens de contrôle automatique. Et je parle là des caméras de surveillance qui pourra bien sûr nous aider à surtout au niveau de la CJD, là où les risques sont élevés et les menaces sont élevées. Donc, sur le plan de logistique, on parle d'insuffisance sur le plan des logistiques et moyens et équipements. Mais je veux dire quelque chose sur le phénomène du terrorisme, c'est très important. Voilà. Je veux dire que le terrorisme auparavant n'était pas un phénomène existait quoi. Voilà, a été auparavant un phénomène étranger à la Tunisie. On n'en parle pas. Voilà. Mais suite aux événements de 2011,
je vais revenir historiquement pour démontrer l'évolution de ce phénomène. L'extension du terrorisme et son internationalisation et à l'instabilité de la situation géopolitique de la région. Notre pays, bien sûr, est devenu un terrain favorable pour les différents groupes terroristes et extrémistes. Ça, il faut pas le nier, il faut le dire. En effet, la Tunisie a connu quelques actions terroristes en 15 ans. Et ces actions de terroristes allant de l'attentat de Sonde, si vous la connaissez, gouvernorat de Toulouse en 1995, au démantèlement de la cellule de Soliman, gouvernorat de Nabil en 2006. Seulement après le 14 janvier 2011, notre pays a été le théâtre de plusieurs attaques terroristes visant les forces sécuritaires, garde nationale, armée, douane et des personnalités politiques. Donc profitant d'un environnement complexe et changeant. C'est très normal avec l'instabilité sécuritaire et tout, voilà. Donc face à cette persistance de cette menace, son évolution, bien sûr, on est en train de voir une évolution. La Tunisie a commencé, bien sûr, à développer certaines procédures, à développer ses compétences nationales grâce à la coopération régionale et internationale qui reste nécessaire et essentielle afin de réprimer cette menace et les réseaux de financement des groupes terroristes qui restent liés au crime organisé. Là, on est en train de parler du crime organisé transfrontalier. Et vous savez très bien que le crime organisé transfrontalier, c'est un crime qui se passe entre un certain nombre de pays, 2, 3, 4, 5 pays. Et pour lutter sur ce crime-là, organisé, transfrontalier, il faut qu'il y aura bien évidemment une coopération internationale par le biais d'échanges d'informations, par le biais d'échanges d'expériences, par le biais de, bien sûr, instauration d'un système de circulation fiable des renseignements et des informations. Cependant, vu l'absence au départ, après la révolution, d'une vision globale, au départ nous avons une absence d'une vision globale pour faire face à la menace terroriste. On a essayé d'élaborer un cadre juridique. Ce cadre juridique, c'est la loi numéro 26 relatif aux efforts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Ça, c'est une loi qui va être une loi organique, bien sûr, qui va mettre fin à la loi numéro 75 de l'année 2003 et qui va porter beaucoup de choses sur d'abord les outils de protection pour les personnes qui vont seront chargées de lutter contre le terrorisme et bien entendu en respectant les droits de l'homme, en respectant les libertés publiques. Voilà, c'est le plus important. Donc en parallèle avec l'élaboration d'un cadre juridique réglementaire en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, une stratégie nationale. Voilà, on a élaboré une stratégie nationale. Et cette stratégie nationale repose sur 4 piliers. Moi, je fais partie de la Commission nationale de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Je fais partie, bien sûr, dans la rédaction en tant que membre du comité national dans l'élaboration du projet de la loi organique. Et cette stratégie nationale englobe, et là c'est une approche globale du lutte contre le terrorisme. Le rôle de la douane dans le terrorisme, c'est vrai qu'on est en train de combattre ce phénomène-là par le biais de saisir certain nombre d'armes, certain nombre d'explosifs, certain nombre de munitions. Mais nous, quand on saisit les personnes et ces marchandises physiquement, on les transfère devant, bien sûr, les brigades antiterroristes qui seront chargées de faire les enquêtes et de faire les suivis et de démanteler, bien sûr, les réseaux de ces groupes-là et ces troupes-là. Oui, quotidiennement, la douane, elle saisit combien c'est dans notre travail quotidien. Et je voulais dire, après l'attaque qui a visé le bus de la garde présidentielle, est-ce que vous avez saisi des quantités d'armes au niveau des postes frontaliers, des chiffres sur si vous avez... Les chiffres, je peux vous donner cette année sur les armes. On travaille en collaboration avec les autres forces. Ça fait partie du ressort du contrôle des agents chargés du contrôle routier, qui, bien sûr, là, j'ai salué tous les agents de la garde douanière qui travaillent jour et nuit et sont en train d'arrêter un certain nombre de personnes et bien sûr on les transfère aux brigades antiterroristes et parmi ces personnes-là qui sont des personnes soupçonnées et qui font partie des groupes extrémistes et terroristes. On a saisi un certain nombre d'armes, on a saisi des personnes qui sont des piliers pour les groupes extrémistes et terroristes et on les a bien sûr
transférés. Et c'était le but, c'est la coordination nationale entre nous et la garde nationale, la police et les forces armées. Moi, je veux dire quelque chose. Notre rôle principal, c'est la lutte contre tout ce qui est contrebande. Tout ce qui touche à l'économie nationale, tout ce qui touche à la sécurité nationale. Donc, c'est notre travail quotidien. C'est le pain du jour. Voilà. Donc, nous avons une brigade, nous avons des brigades, des unités qui s'étalent sur tout le territoire national et ils sont chargés de combattre ce phénomène-là. Donc, je ne vous cache pas, sur le plan de notre stratégie, on a évoqué le rôle de la douane, qui est un rôle très élémentaire en matière de lutte contre la contrebande et le terrorisme, à travers la relation étroite et d'articulation entre la contrebande et le terrorisme. Voilà, ainsi s'achève notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la rédaction. Je rappelle que notre invité était le colonel de la douane chargé du volet terrorisme, contrebande et blanchiment d'argent, Monsieur Lassad Bechouel. Merci de nous avoir prêté attention. Merci également à Lotfi Gadesh pour sa précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre sujet et un autre invité de la rédaction. Bonne écoute sur RTCI. L'invité de la